retour dans Soir Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez, 22h53. Nous accueillons Annéry Le Pallec, bonsoir. Bonsoir. Maire LR de Chevreuse. Et William Tay, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire. Radia Amadi et Marie-Ève Taillot sont toujours avec nous. Merci de participer à la deuxième heure de l'émission. On revient à présent sur la mort d'une jeune fille de 17 ans dans la nuit de jeudi à vendredi aux portes de Marseille. L'adolescente a été victime de tirs qui a priori ne la visaient pas. Elle serait plutôt une victime collatérale d'une flambée de violence dans la région. On écoute les précisions de Marie Aubazac avant d'en discuter ensemble. En 2 semaines à peine, à Marseille et dans les environs, 6 personnes ont été tuées dans des homicides pour la plupart liés au trafic de stupéfiants. Selon la préfecture des Bouches-du-Rhône, une recomposition du territoire entre rivaux du trafic de drogue est en cours dans la région. Ces individus-là sont prêts à tout pour récupérer des plans stupes et pour gagner des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois. Ils préfèrent mourir à 30 ans comme ça que vivre jusqu'à un peu plus tard en gagnant correctement leur vie. Pour tenter de mettre fin à cette flambée de violence, des opérations de sécurisation ont été menées par des compagnies de CRS dans plusieurs cités marseillaises. Insuffisant, selon cet élu local, il appelle les pouvoirs publics à réagir. Créer des conditions pour qu'il y ait quand même du plein emploi au niveau de notre jeunesse. La solution aussi, c'est de faire de la formation. Mais actuellement, nous devons parer au plus pressé. Et au plus pressé, c'est d'arrêter à ce que des jeunes meurent. Donc déjà, si on pouvait avoir un peu plus de police de proximité, eh bien, je pense que les choses s'amélioreraient. Au mois de février, le ministre de l'Intérieur avait annoncé un renfort en policiers à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, notamment pour lutter contre le trafic de drogue. Voilà, on reparle donc de trafic de drogue à qui l'exécutif a déclaré ouvertement la guerre il y a déjà 1 an. Est-ce qu'on voit là les conséquences inéluctables de cette déclaration de guerre? Lutter contre les trafics va faire encore des morts, y compris parmi des civils innocents. On ne peut pas faire l'économie de lutter contre des trafics de drogue de la même manière que lutter contre toutes les formes de violence urbaine qu'on peut voir. Je suis un petit peu surprise par le vocabulaire qui est utilisé en parlant de flambée de violence à Marseille. J'ai l'impression que c'est quand même un feu récurrent et malheureusement c'est une situation qui se répète là, et qui n'a plus rien d'exceptionnel comme peut l'être une flambée et il ne faut pas baisser les bras. C'est l'actualité de ce week-end que vous nous demandez de commenter est quand même lourde sur des événements de ce type-là dans des contextes tout à fait différents, mais ça ne doit absolument pas être une raison de baisser les bras sur la lutte contre et le trafic de drogue et l'ensemble des violences urbaines qui se déroulent à Marseille, mais dans de nombreux autres endroits en France. Il faut vraiment continuer, c'est indispensable. Alors, on parle de moyens humains, c'est certain. Je pense qu'on sera amené à revenir sur la politique de la ville. C'est un sujet qui est tellement vaste, mais dont qu'on a contourné, qu'on a peut-être traité pas de manière complète. On a survolé certains sujets, alors que c'est vraiment tout à fait transversal de notre société. Et il faut vraiment continuer et renforcer ça. Non, il ne faut pas baisser les bras, surtout pas. Surtout pas. Je pense à ces quartiers marseillais où pour une poignée qui font régner l'insécurité ou ce climat de violence inouï, on a la majorité des habitants qui aspirent juste à une vie calme et tranquille et qui en sont privés. Et c'est pas acceptable. C'est pas acceptable dans notre République. On vient d'entendre dans ce reportage aussi un témoignage. Certains prennent le parti de verser dans l'illégalité, de partir dans des trafics au risque d'y perdre leur vie plutôt que de suivre une formation, d'accéder à un emploi. C'est aussi contre ça qu'il faut lutter et bien plus en amont. Là, moi, pour le coup, je ne sais pas pourquoi je dis pour le coup, mais il n'y a pas d'angélisme. À un moment donné, on peut travailler, gagner honnêtement sa vie. Ça peut être difficile. Moi, je crois aussi à la responsabilité individuelle à un moment donné, d'accord ? Donc, c'est toujours un choix. Non, mais il y a les politiques publiques, l'emploi, tout ça, etc. Maintenant, monter sur une moto pour aller tuer quelqu'un, ok, on peut avoir des problèmes économiques et sociaux. Il y a quand même un écart qui s'appelle la responsabilité pénale. Voilà. Et à un moment donné, il faut que les sanctions, les peines soient exemplaires. Ok, une fois qu'on a dit ça, Marseille est une ville qui est peut-être à un moment historique de sa destinée. Parce qu'aujourd'hui, on a un afflux démographique important. C'est-à-dire il y a des gens qui disent on fait le pari, on va vivre à Marseille. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Vous avez une évolution politique. Qu'on soit d'accord ou pas, moi je connais très bien le maire de Marseille, je connais très bien son équipe, c'est des gens compétents, dynamiques, motivés. Vous avez une métropole qui n'est pas de la même sensibilité politique,
Et là aussi, avec des politiques exemplaires qui font leur job, faudrait que tout le monde puisse travailler ensemble aussi. C'est-à-dire que moi, je crois que vu la situation historique... ne date pas d'hier ou de la dernière mandature. Mais justement, ça ne peut pas durer. C'est-à-dire, vous avez des villes dans des pays où on a connu ces situations. On a connu ces situations aux États-Unis, on a connu ces situations dans certains quartiers de Bogota, d'accord ? Et où, à un moment donné, il y a une alliance sacrée de toutes les strates politiques, de la population, et on dit... Stop. Et on regarde les moyens qui sont mobilisés. Alors, le ministre de l'Intérieur, en effet... C'est ce qu'on a entendu l'été dernier. On le voit en Seine-Saint-Denis aussi, que cette pression sur le trafic... alors après, je ne vais pas rentrer sur le débat, cannabis, drogue dure, légalisation, etc. Vous savez ce que j'en pense. Mais... ce que j'en pense, c'est qu'il faudrait concentrer les efforts sur ce qui est le plus grave. Mais on va pas revenir dessus, comme vous venez de le dire. Les drogues dures, les violences, les meurtres, etc. C'est pas normal que quelque chose qui devrait être légalisé crée de la tension. En tout cas, là où il faut être décisif, c'est de dire on ne lâchera pas tant que c'est pas terminé. On ne peut pas s'habituer à cette situation. Marseille ne mérite pas ça. Ses élus, ses citoyennes, ses citoyens ne méritent pas ça. Cette ville est un poème. Cette ville est un morceau de France formidable. C'est un morceau de Méditerranée. On s'habituera pas. Il faut pas qu'on s'habitue. Et en effet, la peur et la détermination, ils doivent changer de camp. Ils doivent changer de camp. Et là, c'est une, semble-t-il, victime collatérale, jeune fille, 17 ans. Enfin, non, Marseille, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une détermination du gouvernement. On aurait peut-être plus un plan d'action partagé où on voit tout le monde à la même table, l'ensemble des élus, quelles que soient les collectivités, États, régions. Ils ont été capables de faire le front républicain pour empêcher l'extrême droite. Et bien maintenant, faisons le front républicain à tous les niveaux face à, et j'en suis heureux, face au crime organisé. Marseille est un poème et Razia Madi aussi ce soir. On dirait. Oui, tout à fait. Non, très inspiré. Non, mais se pose la question de la légalisation, c'est pas de la drogue, du cannabis, parce que c'est vraiment aussi un des nœuds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces phénomènes de violence parce qu'on ne pose pas la question. Alors, je suis pas pour, je suis pas contre, mais je pense que ça mérite d'avoir un vrai débat en France sur le sujet. Parce qu'il y a beaucoup, quand même, encore, je parle de nœuds douloureux dans les quartiers populaires, où aujourd'hui, il y a des endroits où on n'entre plus, parce qu'effectivement, il y a des conflits entre des gangs qui détiennent la drogue. Il y a quand même des familles qui n'ont pas envie de ça, mais qui vivent dans ces quartiers-là parce qu'elles n'ont pas le choix. Et donc, aujourd'hui, la drogue gangrène des parties entières du territoire. Et donc, il faut poser la question de comment on casse cette spirale-là. Est-ce que la légalisation, du moins un débat sur le sujet, ça peut être une première réponse? Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La question essentielle, c'est est-ce que l'État existe encore dans certains quartiers de la République française? Je pense que la réponse, on la connaît déjà, c'est non. La réponse, c'est non. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à là? D'une part, parce que en fait, les moyens de l'État ont été déplacés ou mal employés, n'ont pas été mis aux bons endroits, ou en tout cas, à minima, au bon moment. Et surtout, là, le couple police-justice fonctionne mal. Parce que si les policiers sont de plus en plus efficaces, sont capables d'attraper de plus en plus vite les délinquants, les retours qu'on a, et c'est ce qui a conduit à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale, indiquent qu'en fait, quand ils attrapent des policiers, les délinquants sont souvent remis en liberté assez rapidement, et les peines ne sont pas proportionnées au crime actuellement. Donc on a un problème sur la question de la justice, à la fois des moyens, mais également des peines prononcées. Ensuite, pourquoi est-ce que l'État n'est plus efficace dans certains territoires? D'une part, parce qu'il y a une volonté politique, depuis une quarantaine d'années, de faire disparaître l'État pour se dire, globalement, en fait, petit à petit, on a décentralisé une partie du pouvoir depuis 1983, mais en même temps, on n'a pas décentralisé une partie des compétences. Est-ce qu'il ne fallait pas, par exemple, coupler la question de la décentralisation avec le fait de créer une police municipale armée pour qu'en fait, le personnel politique local soit en mesure d'ajuster la demande par rapport à l'offre, en disant il y a tel niveau de crime, donc on fait correspondre le niveau municipal à ses moyens, parce qu'en fait l'État ne peut pas tout organiser aujourd'hui. Un président de la République, il a de plus en plus de responsabilités, on est dans un monde ouvert. Et l'État, c'est pas que le président de la République. De plus en plus, en tout cas depuis 2007, c'est quasiment le président de la République, l'État. Et donc aujourd'hui, et puis après il y a la question aussi du lien également entre les collectivités locales et le préfet. En fait, c'est le préfet qui doit administrer les moyens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un préfet va faire correspondre, notamment à Marseille, va faire venir des policiers, si par cas la politique municipale, et notamment la parler de coordination actuelle, tout à l'heure avec Razia Madi. De toute façon, ce qu'on a vu pendant la campagne municipale, c'est qu'ils n'étaient pas pro-police, en tout cas pro-sécurité. Donc, est-ce que le préfet peut intervenir tout seul sans le maire de Marseille ou précédemment la maire de Marseille? Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Je pense qu'il faut un grand plan d'ensemble. Ça ne sert à rien d'aller dans les petites mesures. Ce n'est pas uniquement à la faute de lui ou tel. C'est un grand problème d'ensemble. Et il faut tout remettre à plat pour repartir de zéro.
Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que la sécurité est une des prérogatives normalement exclusives de l'État. Alors chaque collectivité a essayé d'en récupérer des petits morceaux depuis quelque temps. En Île-de-France, par exemple, la présidente de la région Île-de-France a fait énormément pour aider à l'équipement de la vidéoprotection, de la sécurité, de la surveillance des transports, l'équipement des collectivités, des communes en effectif de policiers municipaux qui avaient des prérogatives très restreintes. Les policiers, les choses sont en train d'évoluer, mais les prérogatives sont très très restreintes. Les départements, moi je suis du département des Yvelines, sont également force d'appui, de soutien, de moyens, là encore, pour nous aider à nous équiper. Mais la sécurité reste une prérogative supérieur de l'État et donc du préfet qui est le représentant de l'État au plus près de nos territoires. Regardez Paris, ça a été un débat il n'y a pas longtemps, il n'y a jamais eu, depuis... Oui. Historiquement, il n'y avait pas de police municipale à Paris et c'était, on se souvient, des camions de pervenche il y a quelques dizaines d'années qui étaient vous êtes trop jeune, vous n'avez pas compris. Qui était la seule représentation de la sécurité parisienne. Bon, on essaye de contourner un petit peu la difficulté parce que je pense que les collectivités sont demandeuses aussi. Moi, je suis maire dans ma commune, j'aspire vraiment à ce que les habitants de ma commune soit dans ce centre et ce fameux sentiment de sécurité qui n'est pas mesurable, qui est quelque chose d'assez abstrait, mais c'est quelque chose qu'on essaye de construire. Et on l'entendait là dans le reportage qu'on a vu aussi, on disait de mettre en avant aussi ce dont on a déjà parlé, mais dont il faut reparler, le rôle de la formation et de l'emploi pour entourer aussi toutes ces populations et les sortir d'une situation compliquée qui peut amener plus de violence. Par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire si on veut avancer concrètement sur le sujet. Vous ne pouvez pas dire l'État a abandonné. Ça, c'est un... Je finis. Parce que la part de dépenses publiques dans ce pays, depuis le début des années 70... Je n'ai pas dit l'État, j'ai dit la classe politique. A augmenté... Vous avez dit l'État. Non, la classe politique. En tout cas, le bras armé du pouvoir politique, même si l'État appartient à tout le monde, en tout cas, que ce soit gauche ou droite quand il gouverne, la part de dépenses publiques a augmenté de 30% dans ce pays. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a aucun autre pays dans le monde qui a eu ce rapport entre PIB et dépenses publiques. Le budget, le nombre de fonctionnaires... Non, parce qu'à un moment donné, c'est bien aussi, dans l'état où se trouve notre pays, de revenir sur... Vous avez un excellent ouvrage de Laurent Davzy, d'accord, sur l'État n'a pas abandonné ses territoires. Lorsqu'on regarde les chiffres, jamais ces 20 dernières années, on a autant dépensé en dépenses publiques à l'échelle des territoires. Est-ce qu'il faut s'en féliciter ? Non. Voilà. Donc l'État n'a pas abandonné. Maintenant, est-ce que les choses sont mal utilisées, mal évaluées, ce que je vous dis, mal coordonnées, mal employées? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Quand vous dites que les dépenses publiques ont augmenté de 30%, elles ont augmenté dans quel secteur de dépenses principalement? C'est le budget de la sécurité sociale. La sécurité sociale, fonction publique. En santé, retraite, publique, dépenses sociales. Vous avez 150 000 fonctionnaires en plus. Ensuite, sur les collectivités... Les collectivités ont augmenté le nombre d'effectifs, pas l'État depuis notamment 2002, mais les collectivités n'ont pas la prérogative de sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé leur argent comment ? En frais de fonctionnement. Donc ça veut dire que la décentralisation n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a des limites à la décentralisation. Sur la question des moyens, quand je dis que la classe politique a abandonné, vous savez très bien comment ça s'est passé, parce qu'en fait, il y a une classe politique qui globalement a fermé les yeux pour se dire... On laisse la paix sociale, donc on ne dit rien à ce qui se passe, on ferme les yeux, on a laissé faire pendant une trentaine d'années. Pendant une trentaine d'années, on a laissé faire, et vous le savez très bien. Je vous donne un autre exemple. Depuis une vingtaine d'années, on a une remontée, notamment depuis l'arrivée au ministère de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, sur une reprise en main, mais seulement à partir du moment où vous avez laissé pendant 10-20 ans... Une reprise en main de quoi ? De l'appareil, petit à petit. De quel appareil ? On a supprimé des dizaines de milliers de postes de policiers. Non, mais Nicolas Sarkozy. Il a repris en main une partie de l'appareil. En tout cas, il y a une volonté politique, on ne sait pas si les actes ont été efficaces ou pas, mais quand vous avez laissé pendant 10-20 ans au nom de la paix sociale, laisser la loi des gangs prospérer, il est normal qu'au bout de 20 ans, il soit organisé. Non, mais il y a eu un ministre de l'Intérieur. Non, mais attendez. Non, mais moi, je pense que franchement, notre pays... Un sentiment de reconquête. Non, mais notre pays, franchement, je pense qu'on a vraiment intérêt à débattre honnêtement et efficacement, parce que c'est important.
On a eu sur ce qui les n'est pas 20... honnête, Ben ce non, que parce que vous dans les dites. 20-30 ans que vous évoquez, il y a eu plusieurs ministres de l'Intérieur, il y a eu des Charles Pasqua, il y a eu des Pierre Jox. Je pense que, même si je ne suis pas d'accord avec certaines personnalités, je ne pense pas qu'il y ait des ministres de l'Intérieur dans ce pays qui ont dit on laisse faire les gangs. Je ne pense pas que ça... Vous savez très bien qu'il y a un verrou à l'action publique. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur ou même quand vous êtes commandant de force de police, vous savez très bien que vous ne pouvez pas intervenir, comme sur la question des rodéos, et les policiers l'expliquent très bien. Parce que s'ils interviennent sur les rodéos et que le gamin se blesse, etc., qui aura à la fin de carrière? C'est le policier qui aura un problème. Parce qu'il va être pris en chasse, soit par l'administration, on a un dans problème d'application des peines. Et ensuite, après, le deuxième point, c'est que les médias vont lui tomber dessus. L'événement Le pauvre policier. On va lui pourrir sa vie. Il y a des gens qui vont taguer la maison de sa femme et de ses enfants. Il va essayer de les choper à l'école. Et c'est pour ça que les policiers ne veulent plus intervenir. C'est que pendant 30 ans, on a laissé les choses filer. Et aujourd'hui, maintenant qu'il faut taper très fort et très vite, c'est de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'on aura une échéance majeure qui est l'élection présidentielle 2022. Et il y aura une question qui va être posée. Est-ce que les Français veulent reprendre en main leur destin ou pas? Soit on laisse filer, on s'abrite dans certains refuges, dans certains quartiers où il n'y aura pas de problème, ou soit ils vont ailleurs. Oui, mais qui dit ça? Vous savez très bien qu'il n'y a pas besoin d'évoquer les noms. Vous savez très bien que c'est une partie de l'establishment qui, en gros, ne voit pas les problèmes et ne souhaite pas intervenir parce qu'ils savent que ça va être trop On va problématique. essayer d'avancer un peu. Je pense que le point principal dans ce que vous avez dit, effectivement, on voit les forces de police et de gendarmerie très engagées sur le terrain. On voit effectivement localement des choses qui essayent de se mettre en place. Et derrière, c'est le retour qu'on a le plus de terrain et de ces hommes qui sont censés nous assurer la préservation de la loi. Derrière, il y a l'appareil justice qui grippe complètement le système, qui fait que on revoit les mêmes personnes semaine après semaine remis en liberté pour diverses raisons, parce que effectivement il n'y a pas de place en prison, parce que il y a plein de raisons bonnes ou mauvaises, je ne les juge pas, plein de raisons qui font que l'appareil justice bloque derrière, donc décourage aussi pour partie, et encore pas tant que ça finalement quand on voit la situation dans laquelle ils sont, les policiers, les gendarmes, et le système, et face à ça la délinquance a évolué depuis 20 ans. Mais on ne peut pas quand même laisser dire que c'était une volonté. Enfin, moi, effectivement... Non, mais c'est pas qu'il y a moi je dirais pas une volonté, c'est pas un complot, c'est pas un organisé. Mais c'est que les gens disent... Notamment, il y a eu plusieurs points, notamment sur la question des gilets jaunes, et les policiers l'expliquaient très bien. Quand ils souhaitaient intervenir sur le terrain, il y a bien un capitaine qui dit qu'il ne faut pas intervenir parce que vous aurez trop de problèmes. Ou à tel moment, ils disent n'allez pas dans tel quartier parce qu'à la fin, ce sera trop compliqué. Il va y avoir des images. Quand vous prenez le rapport coût-bénéfice pour un policier, il va aller dans un territoire qui est compliqué. Il sait très bien qu'il ne sera pas soutenu par sa hiérarchie éventuellement, soit administrative, soit politique. Oui, et ensuite, après, il va attraper la personne et ensuite la justice va le remettre dehors. C'est pas une généralité. Pour lui. On va essayer d'avancer un petit peu, sinon on n'aura pas le temps C'est pour ça d'évoquer qu'il tous les sujets que vous voulez vous proposer. Il n'y a pas des problèmes dans toute la France. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans des quartiers spécifiques. Alors justement, pour essayer d'aller voir ce qu'on peut faire dans les quartiers spécifiques, Jean Castex, aujourd'hui, a voulu se rendre compte un petit peu de à quoi servait cette enveloppe de 2 milliards qui a été annoncée. 2 milliards, en janvier. 2 milliards, c'est sur le budget de l'ANRU. C'est pluriannuel. Des quartiers. Oui. Voilà. Oui. Après, il y a sur les missions locales, nous, c'est des sujets qu'on suit aussi chez News Tank Cities. C'est l'enveloppe globale qui doit concerner le logement, l'éducation, la sécurité, le sport et l'emploi. Selon Jean Castex, qui était aujourd'hui à Clichy-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois, tout cela fonctionne très bien, mais sur le terrain, il a été confronté à certaines autres réalités que lui ont décrites notamment un habitant. Écoutez. On n'y croit plus, on en a marre, on n'y croit plus. On attend du changement, on est en 2021, bientôt 2022, Chêne Pointu est toujours là. Certes, c'est prévu pour la destruction avec monsieur Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois. Mais on en a marre, moi je vis toujours chez mes parents. J'ai aucune, j'ai beau être je travaille, je suis en CDI. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans le bus, dans le transport en commun. Et malgré tout, j'essaie de tout faire pour m'en sortir. Ouais. Je vis avec ma mère, elle est invalide. À l'époque, depuis que je travaille, ça va, je peux m'en sortir. Mais là, je me dis, je peux pas je peux pas me projeter dans la vie. C'est pour ça d'abord que je voulais venir voir sur place dans quelles conditions vous vivez. J'ai vu. Et donc, ça va se faire. C'est sûr que ça va se faire. Maintenant, il faut qu'on accélère, qu'on se donne tous les moyens pour aller vite, pour vous changer votre vie. C'est une opération lourde, compliquée, effectivement. Donc, on met quand même le paquet. D'accord. On met le paquet. Le chef des plans. Voilà, alors l'objectif, c'était d'aller se rendre compte aussi sur place de tout ce qui a été mis en place déjà depuis 20 ans, à l'époque voulu par Jean-Louis Borloo, le ministre de l'époque, qui voulait désenclaver les quartiers populaires, construire des logements plus dignes. Est-ce que selon vous, 20 ans après, on a quand même avancé sur ces problématiques ?
L'avantage du plan de Jean-Louis Borloo, enfin je pense la richesse du plan de Jean-Louis Borloo, c'est qu'il était tout à fait transversal. Comme je disais tout à l'heure, il y avait la partie logement, il y avait la partie formation, il y avait également la partie associative. Et puis il a été picoré, ce plan. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu en prendre la globalité. On s'est dit, le logement en région parisienne, c'est vraiment le sujet super sensible. On l'a morcelé. Et donc en le morcelant, il a été déséquilibré. On fait un petit pas en arrière, je pense, avec aujourd'hui, et on se rend compte que c'est pas en réglant le problème en essayant de régler. Pas être trop ambitieux. C'est une partie du problème. Voilà, c'est une partie, mais je pense que ce problème, c'est un équilibre qui est particulièrement complexe. Il y a l'emploi, il y a la formation, il y a le transport. Aujourd'hui, vous le savez, en région parisienne, on ne mesure pas les distances en kilomètres, on les mesure en temps de parcours. Alors là, Paris et la petite couronne, il y a du transport en commun. Dès que vous vous éloignez un peu, c'est la voiture. Et c'est la voiture qui, maintenant, ne peut plus rentrer à Paris. Donc, tout ça est un équilibre compliqué. Donc oui, il y a vraiment quelque chose d'important à faire. Et puisque les 2 milliards ont été fléchés sur l'ANRU, donc essentiellement la politique du logement, mais il y a toute une action à avoir, je vous dis, qui est vraiment multifacette, qui sera aussi sur la formation. L'emploi, on le sait, à Paris, on a des problèmes de logement qui ne sont pas en lien justement avec des problèmes d'emploi. On a des endroits. Ce qu'on entend surtout, on l'a entendu, c'est que les habitants n'y croient plus. Ils interpellent le Premier ministre en disant on n'y croit plus. Il y a un habitant, vous pourrez entendre sait que des c'est un sentiment partagé par voilà, c'est peut-être pas tout à fait représentatif de tout ce qui se passe. Vous pourrez entendre des gens qui sont beaucoup plus défaitistes, comme des gens qui ont beaucoup plus envie d'aller de l'avant. On peut difficilement se faire une idée comme ça sur un avis. Mais je pense qu'effectivement, c'est vraiment une politique globale. C'est presque un programme présidentiel de retrouver franchement. On sait que la crise sanitaire n'a rien amélioré. Elle a au contraire, la lassitude peut devenir du désespoir chez certains. Alors, si on se remet aussi sur une autre perspective, avec les élus qui sont avec nous sur ce plateau et qui connaissent bien ces sujets, c'est une séquence territoire. Parce que là, on parle politique de la ville. Donc, c'est un rappel au plan qui avait été annoncé, je crois, le 21 janvier dernier. OK, mais vendredi, le Premier ministre était au congrès de l'association des villes de France, grosso modo, les villes moyennes. Il y a la loi 4D, enfin 3DS, différenciation, qui est mercredi au décentralisation, Sénat, décomplexification, simplification. Celui-là, il a sauté. Il a sauté, c'était 4D, maintenant c'est 3DS. On va vers les territoires. Voilà. Oui. Donc ça, c'est très bien que vous m'arrêtiez là-dessus, parce que donc, je pense qu'on va avoir le troisième étage de la fusée lundi ou mardi sur la ruralité. Et on aura fait le panorama. Est-ce que tout ça sera mais c'est bien que vous utile m'arrêtiez là-dessus, parce que peut-être ce qui manque, ça manque d'incarnation, ça manque de lisibilité, et ça manque de projets tangibles et phares, parce que, et de concret, alors que l'argent est mis. C'est-à-dire qu'à la décharge de ce gouvernement... On parle d'une enveloppe, mais on ne parle pas plus précisément des affectations. Le budget de l'ANRU, il n'était pas sanctuarisé sous le gouvernement dont j'appartenais à la majorité. J'appartenais à la majorité qui soutenait ce gouvernement. Soyons concrets pour les gens qui ça veut dire que l'ANRU, il faut de l'argent. C'est-à-dire vous démolissez, vous reconstruisez, faut de l'argent. C'est-à-dire, certes, après, il y a les bailleurs sociaux, il y a le 1% Action Logement, c'est-à-dire le 1%, ce que vous payez, les 0,43 patronaux, les 0,43 salariaux qui vont financer la politique du logement dans les salariés de ce pays. Juste, je vous interromps une seconde. L'argent, c'est le nerf de la guerre, évidemment, mais il y a aussi un vrai problème de tradition, de culture. Il y a eu la semaine dernière, à La Verrière, à côté de chez moi, il y a un quartier compliqué de La Verrière, pour lequel le maire qui a été élu l'année dernière souhaite démolir, reconstruire. Quartier surnommé Chicago, ça vous situe à peu près... et qui fait partie de ces quartiers qu'on décrivait tout à l'heure, où à un certain moment, la police hésitait à aller. On était proche de voilà. Il y a eu la semaine dernière la présentation du projet. On rase, on refait, beaucoup plus moderne, c'est 3 tours. La réunion a été un pugilat noyauté par certaines associations très politisées, etc., etc. Le préfet était présent, tous les élus présents ont été exfiltrés par la... ça a été une catastrophe. Ça a été absolument une catastrophe. Donc il y a l'argent, mais pas que. Bien sûr. Il y a également alors, est-ce que c'est de l'accompagnement, est-ce que c'est de la concertation, ou est-ce que c'est un moment un petit peu d'autorité? Mais l'argent ne fera pas tout. Après, une chose aussi importante que j'aime à rappeler, les quartiers populaires dont on parle, eux, ils ont... Parce que souvent, on n'en parle qu'à travers des aspects négatifs, les violences, la drogue, etc.
la plupart des travailleurs en première ligne, ils habitent dans les quartiers populaires. Ceux qui sont allés faire le ménage à la Défense, quelquefois, ils habitaient dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Eux, ils n'ont pas connu le télétravail. Ils ont connu aussi les contrats précaires qui faisaient que c'était souvent des pertes sèches. En termes salariaux. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont permis à ce que ça continue de fonctionner, ils venaient aussi de ces quartiers populaires, ces quartiers où il y a une énergie extraordinaire, où il y a des choses qui sont faites, et où, dans un certain nombre d'entre eux, ça va mieux. Ça va mieux parce que, oui, il y a eu de l'argent qui a été injecté, et puis, le taux de croissance de l'Île-de-France, c'est un taux de croissance quasiment à 2 chiffres économiques. Imaginez un pays qui a 7-8% de taux de croissance. Évidemment, même dans les quartiers populaires, ça va mieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solutions, elles ne sont pas les mêmes selon les régions, je dirais même selon les aires urbaines. Donc, le Premier ministre réunit à la rentrée, c'est peut-être tard, si je peux me permettre ce commentaire, les nouveaux présidents de région, parce qu'ils auront déjà fait plusieurs réunions, et c'est dommage. Ils sont en train de préparer leur vrai programme, pas celui avec lequel ils ont été élus, celui avec lequel ils ont... Ça va passer très vite. Et puis il n'y a pas beaucoup de nouveaux. William Tell, peut-être sur ces politiques de rénovation urbaine. Sur la politique de la ville, depuis 1977, on a mis 100 milliards d'euros, et c'est pour ça que monsieur a raison de dire qu'il n'y croit plus, parce que ce n'est pas une question d'argent. Vous l'avez tout à fait vous l'avez bien souligné, la plupart des quartiers dits difficiles ou populaires sont en fait en périphérie des grandes villes et des grandes métropoles qui accumulent la plupart des richesses. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'en injectant de l'argent et qui sont dans une ère économique dite favorable, parce qu'actuellement, en fait, tous les pays occidentaux vivent sous le même modèle. C'est les métropoles qui créent la richesse et c'est les banlieues périphériques qui en profitent. Donc pourquoi est-ce que ces quartiers concentrent les problèmes? Ce que dit Christophe Guilluy dans Le Temps des gens ordinaires, c'est qu'on a un premier problème, c'est la question du remplacement de population et notamment la venue d'immigration dans ces quartiers qui en fait renouvellent les populations avec des populations jeunes qui n'arrivent pas du coup... En fait, les populations sortent de ces quartiers, vieillissent, mais en fait, et c'est ceux-là en fait qui posent problème, c'est ceux qui arrivent, c'est les nouveaux entrants. Donc il y a la question des nouveaux entrants, c'est de l'immigration. Si on en fait encore venir, on peut décider de ne pas les faire venir, mais si par cas un gouvernement en fait venir, il faut en tout cas ne pas les mettre dans ces quartiers parce qu'ils accumuleront encore les problèmes. Le deuxième point, c'est la question de l'affectation de l'argent. On est en crise économique et sociale. On a 9-10% de déficit public par an. Ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'il faudra économiser 9 milliards d'euros par an. Donc on aura un choix, un arbitrage à faire sur où est-ce qu'on dépense l'argent, à quel endroit. Je pense que pour rétablir ces quartiers, la priorité principale, c'est la question de l'autorité, la police et la justice. Tant qu'on ne répondra pas à ça, on n'arrivera pas à relancer économiquement et créer de l'aspérité économique pour les autres pays. Si on prend un exemple qui est très simple, quand on prend les pays en difficulté, type Moyen-Orient, l'Irak, les États-Unis ont injecté 900 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que le pays ne repart toujours pas? C'est parce qu'il n'y a pas d'État en Irak. Donc tant qu'on ne remettra pas l'État dans ces quartiers, on ne fera pas respecter l'ordre républicain, il sera impossible de les faire partir. Nous, on fait le sens inverse. On distribue l'argent après et on espère que ça repart sans autoriser le contrôle. Il faut d'abord reprendre le contrôle de ces territoires, puis ensuite éventuellement injecter de l'argent. Ensuite, après, il y a un troisième volet. C'est la question sur le plan banlieue. Je pense que le souci essentiel pour nous, quand on regarde les disparités territoriales, la disparité territoriale n'est plus entre les banlieues et les capitales et les grandes villes. La disparité a lieu entre les grandes métropoles et les territoires ruraux. Donc en fait, pour rééquilibrer le territoire français, il faut à la fois faire un plan pour soutenir la ruralité d'une part, et ensuite rééquilibrer les disparités entre les régions. Parce que quand on prend une région comme l'Île-de-France, on a beaucoup plus de création de richesse qu'une région comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine. Ça dépend. Le département le plus pauvre de France, c'est la Creuse. Non, oui, après ça dépend. Il faut ramener ça par habitant et ce qu'on appelle le produit industriel par habitant. Le PIB par habitant, les derniers pays, c'est les territoires ruraux. La Seine-Saint-Denis, c'est le 20e PIB par habitant. Comment ? C'est le 20e PIB de France. Oui, tout à fait, mais avec des écarts types qui sont immenses. Donc à partir de là, je peux vous répondre aussi que la Seine-Saint-Denis, c'est le département où vous avez le plus grand nombre de créations d'entreprises chaque année. Mais c'est des auto-entrepreneurs. Mais la richesse de l'entreprise ne ruisselle pas tout de suite sur la mais non, mais surtout que c'est des auto-entrepreneurs. Où souvent, c'est des créations de sociétés unipersonnelles. Donc là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que le fait métropolitain, vous avez des métropoles qui n'ont pas bénéficié du fait métropolitain. Vous avez des métropoles, notamment dans le nord de la France, qui n'ont pas bénéficié de cet effet dont on a parlé tout à l'heure. Entre l'économie de 2008-2009, vous avez grosso modo les 5-6 métropoles qui sont sorties et qui ont créé de la richesse comme jamais elles n'en ont créé, puisque 30% de la création supplémentaire de richesse s'est faite en Île-de-France, notamment Bordeaux, Nantes, Lyon,
Lyon, tout à fait, mais sur les autres, on n'a pas le chiffre que vous évoquez. Deuxième chose, pour répondre à ce qui était dit, je ne suis pas d'accord lorsque vous dites l'État, dans quel quartier aujourd'hui en Ile-de-France, par exemple, on peut dire il n'y a pas l'État. Il y a des problèmes, il y a des situations, mais il n'y a pas. Aujourd'hui, on n'a pas des régimes indépendants et autonomes qui gèrent la cité de je sais de quelle ville. Non, mais demander à un policier. Non, mais on peut demander à un policier, il va vous dire dans tel quartier c'est un peu chaud. Oui. Et en effet, on a besoin d'être soutenu, il faut mettre le paquet. Mais ils peuvent pas y entrer. Mais parfois, la présence de l'État. Citez-moi un. C'est un bureau de poste. Citez-moi, il y a un quartier où on peut pas. Je vais laisser parler les spécialistes, demander à un policier, vous saurez très bien, ils vont dire les quartiers spécifiques où ils peuvent pas rentrer. Mais peut-être parfois la présence de l'État, on est resté très sécuritaire et c'est important et je vous rejoins un peu et je pense que ça fait partie du début de la solution et je vous rejoins là-dessus. Mais la présence de l'État, c'est aussi le bureau de poste, c'est aussi, et même si c'est pas l'État directement, c'est le médecin de famille, c'est aussi tout ça. Et alors je vais me permettre une toute petite digression hors sujet, mais on concentre aussi ce débat sur les difficultés de plus en plus qui se cristallisent de plus en plus dans les métropoles, dans certains quartiers des métropoles. Et parallèlement à ça, on a aussi une grande précarisation des territoires ruraux. Et alors que les déséquilibres sont complètement inverses. Il y a du logement, mais il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de transport, il n'y a plus de présence de l'État. Et donc, peut-être qu'à moyen ou long terme, il y a aussi une réflexion à avoir dans ce sens-là. C'est-à-dire rééquilibrer notre territoire qui est d'une richesse fabuleuse. Oui. Pardon, je suis un peu hors sujet, je sais. Non, pas du tout. Non, il y a une politique qu'on n'a plus. Il y a une politique qu'on n'a plus depuis peut-être 40 ou 50 ans dans ce pays, c'est une politique de l'aménagement. D'accord ? Mais aussi une politique de franchise. Voilà. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir la campagne à la ville et la ville à la campagne. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, moi, je décide d'aller vivre à 80 km du centre. En tant que politique, il faut avoir le courage de le dire. Vous ne pouvez pas dire, je vais vivre dans un village parce que je veux les chèvres et la montagne, et l'année d'après, faire des manifs parce que je veux le taxi, je veux la poste. À un moment donné... Non, mais ils ne font pas de manifs, ce pas des gens qui se plaignent. J'avais regardé... J'avais regardé le taux de recours, par exemple, au RSA, ce qui est un très bon indicateur. Quand vous prenez, je crois que c'est des départements de Centre-Val de Loire, il y a entre 33 et 50% des gens qui sont éligibles au RSA et qui ne le demandent même pas. Donc en fait, ce n'est pas des gens qui se plaignent. La manif des Gilets jaunes. Non, mais ça, c'est une méconnaissance des droits en général. Non. La question des Gilets jaunes, ils sont pas déplacés pour demander l'aide de l'État. Ils sont demandés pour aller retirer une taxe qui était injuste. Donc en fait, au départ, ensuite, ça a été récupéré par les amis de Mélenchon qui ont fait n'importe quoi. Donc, une discrétion pour Valérie Le Pen. Pas trop de discrétion, William Tessier. On ne va pas pouvoir terminer l'émission avec toutes nos thématiques. Je suis complètement d'accord avec vous. En fait, on parle, ils ont une attention médiatique qui est importante sur la question des banlieues. Mais le véritable enjeu, c'est comment on va faire pour soutenir les territoires les moins développés de France, qui sont les véritables territoires les plus pauvres. Allez, on enchaîne. Il nous reste une vingtaine de minutes pour évoquer ces deux attaques. Attendez, juste une chose. Non, mais juste un truc statistique, là, parce que dans le chiffre que vous dites sur les plus pauvres, là où vous vous trompez, c'est que souvent, lorsqu'on prend les statistiques des ménages les plus pauvres, c'est qu'en effet, en territoire rural, c'est plus difficile d'avoir les deux parents qui travaillent. Et le montant du loyer n'est pas le même. Donc le taux d'inactivité du deuxième parent est le plus faible en zone rurale, ce qui explique la faiblesse du revenu. Alors que en métropole, vous avez les deux qui travaillent en densité, et parce que vous avez aussi un service public de crèche. Mais c'est pas parce que les gens sont plus pauvres, c'est parce que vous en avez 1 sur 2 qui travaille. Les précisions sont importantes. Merci beaucoup, Razia Hammadi. On enchaîne maintenant. On en vient à ces faits d'actualité qui, effectivement, nous marquent aujourd'hui. 2 attaques à l'arme blanche en Seine-et-Marne. Un jeune homme a été tué dans un centre commercial. Il s'agit d'un vendeur de 18 ans qui a été poignardé par un individu. Ce dernier a été interpellé. Le suspect est âgé de 62 ans. Précision de Valentine Leboeuf. Il est un peu plus de 13h ce samedi, quand un homme entre dans une boutique Bouygues Télécom de ce centre commercial. Il s'en prend verbalement à un employé âgé de 21 ans pour un problème de facturation, avant de lui porter un coup de couteau au niveau du thorax. Il reproduit ensuite son geste sur un deuxième alternant, âgé de 18 ans. Ces 2 victimes se sont enfuies et se sont effondrées assez rapidement ensuite dans la galerie marchande où des clients de la galerie marchande sont venus à leur secours. Les pompiers sont arrivés rapidement, ont prodigué les premiers soins, ont transporté donc le jeune Dany de 21 ans à l'hôpital et le jeune Théo, lui, malheureusement, n'a pas pu être sauvé. L'agresseur est un homme de 62 ans de nationalité sénégalaise et inconnu des services de renseignement. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Les habitants de Clessouilly ont du mal à réaliser. On n'a pas l'habitude de ça.
dans le sens où on n'a jamais eu ça avant, on ne sait pas ce que c'est. Forcément, ça fait peur, mais bon. J'espère que ça ne se reproduira pas par la suite, mais bon, ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas agresser pour une histoire de litige commercial ou de téléphone. C'est inadmissible. Donc voilà, je pense que la justice doit être très, très, très sévère à l'égard de ce genre de comportement, d'agissement dans notre société. Le centre commercial a été fermé au public. Il devrait rouvrir ses portes en début de semaine prochaine. Voilà, et puis on évoque également cette attaque à Paris. C'est un touriste espagnol qui a été blessé en plein après-midi rue de Rivoli, dans le centre de la capitale. Il a été agressé à coups de cutter par un homme de nationalité roumaine qui a immédiatement interpellé. Évidemment, ces deux agressions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il se trouve qu'elles arrivent le même jour et qu'elles nous réinterrogent sur cette violence, parfois du quotidien. On revient sur ce qui s'est passé en Seine-et-Marne. C'est un différend commercial qui a irrité cet homme de 62 ans qui est revenu poignarder un jeune vendeur de 18 ans. Il y a le Bouygues ou je ne sais plus quel opérateur, il y a le Vélib à Paris. On a l'impression que maintenant on règle, on s'engueulait avec notre voisin de palier, maintenant ça se règle à coup de cutter. Moi je suis sidérée. Et bien sûr, le lien est facile de le faire avec les sujets qu'on a évoqués depuis le début de cette émission. Il y a une banalisation de la violence, il y a une forme d'un peu de mitridatisation de la société. On voit ces images à répétition et derrière, je pense qu'il y a une réponse pénale qui n'affole plus. Est-ce que ce monsieur, alors je vais complètement extrapoler, pour peu qu'on lui trouve quelques troubles psychologiques et que sous réserve de soins appropriés, il puisse être chez lui dans 2 mois, j'imagine même pas la détresse de la famille. J'en sais rien, je vous dis, j'en fais un film, mais on l'a quand même vu il n'y a pas très très longtemps sur une affaire qui était autrement plus grave. Voilà, je pense vraiment que maintenant, il faut arriver à un moment où on se remet à avoir peur de la justice quand on est dans des situations comme ça. C'est malheureusement un fait divers. Il ne faudra surtout pas que ce soit récupéré, en tout cas je ne le souhaite pas, par tel ou tel, parce que au regard de... On a tous fait attention, et moi la première chose que j'ai regardée, c'est les origines de l'agresseur. Pour faire justement attention à la manière dont on allait s'exprimer sur le sujet. C'est quand même dramatique. S'il n'avait pas dit Allahu Akbar avant de... Mais c'est un peu ça, mais c'est quand même dingue qu'on en soit là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, c'est que c'est le débat qu'on avait. Il y a un coup de couteau, on fait attention dans le commentaire qu'on va avoir dessus, on vérifie la nationalité, l'origine et est-ce qu'il n'a pas dit Non, enfin, c'est 2 personnes complètement abruties qui ont eu un comportement... disproportionné et aberrant. J'ai pas de mots. Et malheureusement qu'on se retrouve à commenter. Et je pense qu'il faut redonner ce côté extrêmement grave à ce genre de comportement, sans pour autant qu'il soit lié à quoi que ce soit d'autre. On n'a pas besoin qu'il soit lié à quoi que ce soit d'autre pour que ce soit très grave. C'est pour ça, William Piac, qu'on rappelle que ce sont des faits divers, avant tout, qu'il n'y a pas de généralisation à faire. Effectivement, le simple fait, c'est que ça nous interpelle, évidemment, et qu'on s'interroge sur cette violence que certains utilisent sans réfléchir, peut-être, ou pour des motifs. Un peu alcoolisé, je crois. C'est vrai qu'il y aura toujours des faits divers. Ce sera impossible d'empêcher le fait qu'il y ait 0 fait divers en une année. Statistiquement, c'est toujours impossible. Il y aura toujours 1, 2, 3 ou 4, 5 tarés. Quand on reprend les derniers chiffres sur une vingtaine d'années avant confinement, on observe qu'il n'y avait pas forcément de montée de violence, mais il y avait plutôt une radicalisation de la violence. Et je pense qu'en fait, ce qui a joué, c'est l'année de confinement. Je pense que l'année de confinement a créé des véritables problèmes sociaux, psychologique pour certaines personnes. Est-ce que c'est pas une excuse facile? Non, mais en fait, le Covid et le confinement... Non, ça ne justifiera jamais rien. Mais ce qui a joué, c'est que ça a accentué les problèmes qu'on a connus. Je ne parlerai pas des questions géopolitiques, économiques, etc., mais sur la question des personnes. Des personnes, souvent, il y a des personnes qui l'ont mal vécu parce qu'ils se retrouvaient tout seuls, ou sinon ils étaient livrés à eux-mêmes. On a vu le phénomène chez des jeunes adolescents. Bien sûr. Qui en viennent à cette violence pour régler des petits soucis. Et là, c'est un homme de 62 ans. Ce sont des populations complètement différentes. C'est pour ça que ils ne sont pas affectés pareil, de la même façon. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas forcément de montée de violence auparavant, mais il y avait quand même un phénomène de radicalisation avant la question du confinement. Donc en fait, ce qui se joue, et c'est dans le même sens que les derniers points, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qui sont capables de se faire justice eux-mêmes comme des sortes de cow-boys dans le Texas. Et de plus en plus, ils se disent de toute façon, la justice est trop lente.
Donc on va résoudre nos problèmes tout seuls, nous-mêmes, et donc ils y vont aux mains ou par différentes manières, et ce qui est un véritable problème. Donc la question que nous, on doit se poser, c'est comment on fait pour recréer une société d'ordre, parce que sans société d'ordre, on arrivera à des dérapages de plus en plus nombreux, parce que des personnes se diront j'y vais tout seul, je vais me faire justice tout seul, parce que de toute façon, la police, le temps qu'elle vienne, l'autre sera déjà parti, et s'il éventuellement on l'attrape, la justice va lui faire uniquement un Sauf que la première étape, c'est verbal déjà. On n'est pas obligé d'aller avec un couteau. Oui, mais la société se radicalise, c'est de plus en plus dur aujourd'hui, même on le voit sur les débats télé, d'avoir un échange courtois et cordial. C'est de plus en plus rare, je confirme. Je dis pas que c'est pas le cas ici, je dis que c'est de plus en plus dur et je suis tombé au bon endroit au bon moment. On en est heureux collectivement, je crois. Mais quand vous prenez par exemple, pour remettre en perspective ce que vous venez de dire, et je le partage, ce fameux rapport que la CIA remet à chaque nouveau président des États-Unis élu. On s'attend à trouver dans ce rapport, parce qu'il est publié ensuite pour la partie publique. Donc moi, c'est toujours à chaque fois passionnant de le lire. Alors, heureusement, c'est tous les 4 ans. Mais il ne vous parle pas de la dernière arme qui va être créée ou le secret de la CIA qu'ils vont partager avec telle puissance pour faire des... Non. Ils vous disent, ce qui est le plus grave aujourd'hui dans notre société, c'est la radicalisation et la polarisation des champs, y compris dans l'espace public et dans le débat public, et qu'on retrouve à l'échelle des relations interpersonnelles. C'est-à-dire qu'on a une radicalité et une polarisation des positions. C'est pas le tel parti ou tel observatoire de tel parti franco-français qui le dit. C'est aujourd'hui un travail qui a été fait en allant questionner un grand nombre de chercheurs, des universitaires. C'est sur l'ensemble des continents que ce travail de benchmark est réalisé. C'est encore plus grave auprès des nouvelles générations. Et on voit ça un petit peu dans tous les pays avec des réponses qui sont tous les pays différentes. Occidentaux. Voilà. Les pays occidentaux. Voilà, pour l'Occident, tout à fait, vous avez raison. Ce que dit la CIA. C'est le cas en Russie, Chine, etc. C'est juste. Voilà. Mais après, est-ce qu'on est prêt à avoir, nous, le même régime pour contrecarrer ça? C'est un débat. Par exemple, à Singapour, si vous êtes alcoolisé, que vous êtes sur un trottoir et que vous titubez, la caméra, parce qu'on a travaillé ce sujet, parce que je dirige aussi le master spécialisé de management des transitions urbaines au pôle Léonard de Vinci, on a étudié ce sujet. Vous avez des caméras qui, avec des algorithmes, vont repérer qu'une personne n'a pas une marche normale. Et donc, dans les 6 minutes, vous allez avoir un policier qui va venir, qui va faire un alcotest, parce que vous n'êtes pas censé être alcoolisé sur la voie publique à Singapour. Que ça donc, vous dérive vers un danger immédiat. Après, c'est un débat politique, c'est un débat de éthique aussi, philosophique, est-ce qu'on est pour de présomption également. Non, mais quelle réponse on est prêt à développer? Ensuite, c'est vrai que voilà, on discutait tout à l'heure de la mise sous tension de la société et des défaillances qu'on peut avoir aussi dans le suivi psychiatrique. Maintenant, c'est un fait divers. Là, de manière très terre-à-terre, le confinement, avec tous les problèmes sociaux qu'on a connus pendant 1 an, a aussi généré un problème de santé publique qui a été un petit peu éludé parce que c'était festif, parce que qui est lié à l'alcool. C'est le cas là. Mais alors, je n'ai pas retrouvé de chiffres après confinement, voir si ces consommations étaient redescendues. Mais il y a eu un certain nombre de publications sur la vente et la consommation d'alcool pendant le confinement qui avaient explosé. J'ai pas retrouvé... Et les alcools forts. Les alcools forts. J'ai pas retrouvé le pendant, voir si les choses avaient tendance à revenir à la normale. Donc je ne sais pas, je le souhaite. Et je dirais que de mon œil d'observatrice, j'ai l'impression que la situation s'est adoucie, mais sans aucun chiffre. Mais ça rajoute, une question de santé publique, ça rajoute à tout ce qui a été décrit sur l'ensemble des difficultés psychologiques du confinement. Très vite, parce que justement... La difficulté, c'est qu'actuellement, une société en perte de repères, en fait. C'est-à-dire que tous les repères moraux, politiques, etc., sont tombés petit à petit. Ce que dit Marcel Gauchet, c'est que l'un des principaux facteurs, c'est ce qu'on appelle le désenchantement du monde. C'est qu'avant, c'était la religion catholique qui structurait en fait notre mode de pensée, notre morale, etc. C'est tombé aux alentours des années 50-80. Ensuite, après, mon avis, c'est que ce qu'on a perdu ensuite, avec la mondialisation, c'est notre repère comme État-nation. Les politiques aussi. Les politiques aussi. Ce qu'on a perdu, c'est le repère de l'ordre public, donc l'ordre du président de la République, ce qui est déposé par la loi. On l'a perdu petit à petit pour se retrancher au niveau des communautés. C'est pour ça qu'on a des comportements différents en fonction des territoires. Et c'est pour ça, du coup, que les gens ont leur propre prisme. Et c'est pour ça que les gens réagissent différemment. Surtout, c'est pour ça que j'insiste sur le confinement. Parce qu'en fait, les gens étaient livrés à eux-mêmes, sans contact à l'extérieur. Donc, ils se sont fait leur propre ordre pendant 1 an. Alors, justement, non, mais parce qu'on continue dans la même veine.
faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé à La Baule la nuit dernière, justement. Des violences qui semblent avoir éclaté, justement, en lien avec cette lassitude de certains, face à cette crise sanitaire. La Baule, théâtre d'échauffourée, donc la nuit dernière, une vingtaine de policiers ont dû disperser un groupe d'environ 300 jeunes qui s'étaient rassemblés sur la plage. La situation a dégénéré lorsqu'ils ont voulu s'introduire dans un établissement de plage. Le gérant s'est interposé et puis il a fallu ensuite l'intervention des policiers, des CRS et de la BAC. Précision de Valentine Lejeune. Plus de 300 jeunes rassemblés sur la plage pour faire la fête, sans aucun respect des gestes barrières. Depuis les résultats du baccalauréat, les soirées comme celle-ci se multiplient. Des rassemblements qui inquiètent le maire de La Baule, alors que la commune s'apprête à recevoir de nombreux touristes pour les vacances. Nous sommes quand même dans une situation encore délicate au niveau sanitaire et il faut être très prudent et c'est la raison pour laquelle je leur demande très clairement de vouloir bien prendre en compte le contexte dans lequel on est. Il ne faut pas faire de rassemblements de ce type qui les mettent en danger, qui mettent en danger aussi nos forces de police parce que ça crée des tensions supplémentaires et puis qui crée des désagréments pour l'ensemble des Baulois qui vivent à cet endroit-là. À 3h du matin, un groupe d'une vingtaine d'individus tente de pénétrer sur la terrasse d'un bar à proximité. Forces de l'ordre et CRS arrivent peu de temps après et deviennent la cible de projectiles et de tirs de feu d'artifice. Attaque de CRS, père. Les forces de l'ordre ont riposté avec des tirs de LBD et de gaz lacrymogène. Il n'y a pas eu de blessés. Un jeune âgé de 16 ans a été placé en garde à vue. Voilà, des faits similaires étaient déjà survenus la veille, il faut le préciser. Alors évidemment, là on parle de plus de situations qui dégénèrent à cause d'interdictions de faire la fête. Et on le redit, de cette envie de certains jeunes de se défouler. Et on entend le maire de La Baule qui dit « Ok, il faut se dépenser, mais pas comme ça ». À un moment, j'ai envie de dire, je suis un peu agacé. Parce que ça fait quand même des semaines et des mois que les élus locaux, les maires, les acteurs de terrain, les acteurs économiques savent qu'on va avoir une période charnière. D'autant que là, on va avoir des collectivités. On est dans la période charnière. On est dans la période charnière. Oui, mais on le savait il y a un mois et demi, 2 mois. On voyait un certain nombre de signaux. Par exemple, je discutais avec le maire d'une ville de la côte atlantique, pas la cité, qui me disait... Nous, on a un problème. Moi, j'accueille 30 000 personnes cet été. La ville, c'est 20 000. On passe de 20 000 à 50 000. Il dit, moi, je n'ai pas les moyens pour accueillir. Et il me dit, je ne peux pas dire à mon camping, je ne peux pas dire aux restaurateurs, etc. On va limiter le nombre de personnes dans la ville. Il me dit, déjà légalement... Enfin, il y a tout un tas de sujets comme ça où j'ai l'impression que collectivement, on aurait pu peut-être mieux préparer. Il y a des jeunes, ça fait 1 an et demi qu'ils sont enfermés, ça fait 1 an et demi qu'ils sont sous pression, ça fait 1 an et demi qu'ils font les cours par Zoom, Teams ou je ne sais quoi quand ça marche. Bon, ça n'excuse rien. Ça veut dire qu'on aurait pu organiser des soirées encadrées pour éviter les débordements ? Non, mais ça, il faut sanctionner. On ne tire pas sur les CRS, on ne tire pas sur la police, ça ne va pas. Voilà. On ne va pas embêter quelqu'un qui a été fermé pendant 1 an et demi en lui fracassant sa terrasse parce que c'est comme ça que ça se termine. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je parle du climat global. Je pense qu'on aurait pu... Alors, la parole du président de la République lundi... Je pense que c'est une bonne chose aussi, parce que tout à l'heure, vous parliez de l'État-nation. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que la nation, elle se définit par son projet. Or là, c'est quoi le projet ? On n'en a plus depuis 40 ans. Peut-être 2 choses. Ce qui est arrivé au pouvoir de François Mitterrand. C'est radical. On a dit qu'on passait sur je ne suis pas mitterrandiste. Moi, je suis frappée par 2 choses en voyant ces images-là. C'est le ton. De ces jeunes qui filment, qui voient l'arrivée des CRS, un petit peu comme dans une salle de cinéma quand la scène d'action va arriver. Enfin, ils se sentent tout à fait spectateurs, amusés de l'arrivée des CRS. 300, ce que j'ai lu, à peu près 300 jeunes. Une interpellation. Une interpellation. Et encore d'un mineur qui avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire de Saint-Nazaire, puisqu'il est normalement hébergé en Normandie. Et encore, j'ai compris qu'il était à moitié resté coincé dans le truc, donc c'est comme ça qu'il n'a pas eu de chance. Bon, franchement, le respect de l'ordre est quand même peut être un petit peu... je comprends que ces personnes soient amusées. Et je comprends, comme vous le disiez tout à l'heure, je comprends tout à fait aussi les forces de l'ordre à qui on a dit vous dispersez, point.
parce que sinon ça va devenir compliqué, on va créer des tensions, etc. Et le deuxième point, alors juste, faut ramer pour vous récupérer la parole, donc j'essaye. Il y avait des mortiers quand même, donc ils avaient prévu leur coup. Oui, non, mais c'est mal. Non, mais voilà, c'est mal. La deuxième chose, et vous le savez, et là je vous rejoins, il aurait certainement fallu prévoir, il aurait certainement fallu libérer par classe d'âge ou par type d'activité, etc. Mais vous savez que le Conseil constitutionnel refuse. C'est tout le monde pareil. On en a parlé il y a 6 mois ou 8 mois en disant on confine qu'une partie de la population, peut-être que ça suffira. Non, c'est tout le monde pareil. Moi, je me réinterroge là-dessus. Est-ce qu'effectivement, il faut continuer à avoir ce comportement sur on fait tout le monde pareil? On peut avoir le débat sur le pass vaccinal, etc. Non, tout le monde pareil. Mais dessus, vous avez raison. Un des points qui a coulé la France, c'est l'obsession égalitariste. Voilà. En fait, on ne peut pas avoir une gestion efficace. Alors, 3 minutes 50, William, on va pas avoir le temps. Une gestion efficace lorsqu'on traite tout le monde de la même façon, alors que les gens sont différents et les situations sont différentes. Et ce que fait le Conseil constitutionnel, juste pour... C'est pas le problème de l'égalité, c'est le problème de l'équité. Ça. Non, c'est la question de l'égalité. C'est qu'en fait... Ça, c'est l'égalitarisme que vous décrivez, c'est pas l'égalité. C'est l'égalitarisme parce qu'ils ont tiré des interprétations du bloc de constitutionnalité depuis la décision de 71. Allez, soyons précis constitutionnellement parlant, c'est vrai. Il a travaillé sur le sujet. C'est de quoi il parle. Sur le deuxième point, ensuite, après, vous abordez un point qui est intéressant, c'est la question de l'efficacité de l'État. Est-ce que l'État est aujourd'hui capable de... Richelieu disait que gouverner, c'est prévoir. Est-ce que l'État aujourd'hui est capable... Raziam disait, non, on aurait pu mieux prévoir. Non, j'ai pas dit ça. Je le sais, parce que moi, je me rappelle d'un plateau avec vous ici, on aurait pu mieux prévoir la sortie de crise, la période charnière. Je me rappelle d'un plateau avec vous il y a 1 an où il y a un maire qui s'était plaint parce qu'en fait, on n'avait pas prévu le dispositif de sécurité suffisante, alors que le maire avait prévenu sur le fait qu'il y avait des venues sur en fait, festival, tous les années. oui, sur un champ. Ouais. Et donc la difficulté, c'est que l'État n'est pas assez efficace, il n'est pas assez agile, il n'est pas assez souple pour pouvoir répondre efficacement et rapidement à un besoin. Sur le troisième point, sur la question des jeunes, effectivement, ce qui est problématique, c'est comment ça se fait que des jeunes soient contents de tirer sur les forces de l'ordre, alors que ce sont des gens qui nous protègent. Il y a quand même un phénomène schizophrénique auprès d'une partie de la population auquel ils sont contents, ils applaudissent les policiers lors des attentats du 13 novembre, et puis après, ils leur crachent dessus, ils leur tirent dessus. Je pense juste, moi, pour préciser que ce n'est pas forcément la même population, qu'on a un problème d'éducation et de respect des traditions et de l'ordre. On précise aussi qu'on est à la Baule. C'est important. On n'est pas dans un quartier... Oui, parce que Rivoli, la Baule, on s'en canaille cette semaine. Non, mais il y a une partie des gens, en fait, qui considèrent qu'ils sont des individus La prochaine voiture brûlée, elle est de nuit. Qui sont des individus rois, qui sont au-dessus. Non, mais ce qui veut bien dire qu'il y a un problème de société plus global qu'une certaine population. Mais c'est parce que l'individu... Excusez-moi, mais Rambouillet, il y a 2 mois. Et avec l'horreur de Rambouillet. C'est pas en lien avec ça, mais Rambouillet, il y a 2 mois. Donc il y a une partie, il y a une partie des gens ont conduit à un individualisme auquel en fait leur plaisir personnel est plus important que notre ordre collectif et nos besoins collectifs. Et ça va poser un véritable problème parce qu'en fait on voit ça notamment dans les enquêtes d'opinion, notamment pour les populations les plus jeunes, qui considèrent que leur désir est plus important que tout. Et donc du coup on a un tableau problème à la fois à l'éducation, et puis surtout que ces personnes-là vont globalement gérer le pays pendant une trentaine, quarantaine d'années. Il y a un point sans angélisme. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui qui bossent, sans caricaturer et sans angélisme, ils ne sont pas à la Baule. Ils conduisent soit des VTC, soit ils livrent les repas, et ils s'appellent plutôt Kader, Mamadou, et ils sont plutôt d'origine étrangère et issus de quartiers populaires. C'est la réalité. Donc voilà, tout ça pour dire que on aborde le problème collectivement, on est tous ensemble. Ok. Sur la question festive. Attention, rapidement. Sur la question festive, moi je sais pas pourquoi. Le problème qu'on a. Là, c'est l'été, c'est les vacances. Non, mais si on parle du sujet, comment ça se passe? Vous êtes sur les réseaux sociaux, on appelle à une mobilisation, il y a des gens qui voient qu'il y a 400-500 personnes qui arrivent, et vous avez des groupes extrémistes qui se greffent à ça, ils sont 30-40. Si, c'est ce qui s'est passé, ils étaient armés. Madame Algam, parce que là, on n'a aucune information. Les petits jeunes qui ont eu leur bac, qui se donnent rendez-vous avec leur bouteille de rosé, ils viennent pas avec un mortier et des artifices. Non, mais il n'y a pas que ça, parce que globalement... Est-ce qu'il ne faudrait pas des zones festives? Auprès d'une grande partie de la nouvelle génération, on a perdu l'esprit civique. On sait faire des fan zones. On a perdu l'esprit civique. Ils ne vont pas voter, ils tirent sur la police, c'est qu'on avait un... il faut les ramener dans le droit chemin, William Tay. Il faudra une autre émission pour évoquer des pistes là-dessus. Merci, en tout cas, c'est déjà fini, ça passe très très vite. Merci d'avoir été nos invités. Dans quelques instants, l'édition de la nuit présentée par Anne Maquignou, qui revient notamment sur cette attaque à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Un homme de 18 ans a été poignardé dans une boutique de téléphonie mobile. Bonne nuit à tous, on se retrouve demain 22h.